Quelques centimètres par an, c'est la vitesse constante à laquelle la croûte terrestre se déchire sous la surface de l'Islande. Pourquoi ce mouvement silencieux est-il si redoutable pour les infrastructures modernes? On pourrait croire qu'un glissement aussi lent est sans conséquence immédiate, mais il génère en réalité une accumulation de pression colossale dans les profondeurs de la lithosphère. Cette force géologique a déjà donné naissance à plus de 130 systèmes volcaniques actifs sur l'ensemble du territoire insulaire. Des fissures s'étendant sur plusieurs kilomètres se forment dans le sol rocheux. La suite devient plus complexe. À travers ces ouvertures béantes, de la lave en fusion est projetée à une température dépassant les 1100 degrés Celsius. On peut remarquer comment cette matière incandescente s'écoule avec une densité telle qu'elle est capable de recouvrir et d'anéantir une agglomération entière en un intervalle de quelques heures seulement. Faire face à une telle puissance thermique et mécanique est impossible pour les moyens de lutte contre les incendies conventionnels. L'équipement sépare progressivement les zones à risque, mais l'homme ne possède aucune technologie capable d'éteindre directement l'éruption d'un volcan en activité. La seule stratégie viable consiste à ériger des barrières de protection massives pour tenter de ralentir un flux que rien ne peut stopper. Mais ce n'est que le début. À première vue, la construction de digues en terre et en roche semble être une solution efficace. Mais en réalité, ces structures ne servent qu'à détourner la trajectoire du fluide. Il est impératif de déterminer si l'ingénierie humaine peut réellement contenir la progression du magma, ou si ces efforts ne sont qu'une tentative désespérée de gagner du temps face à la domination inévitable des cycles naturels. On voit comment les engins de chantier déplacent des milliers de tonnes de matériaux pour créer des remparts contre la coulée qui s'approche. Tout se complique encore lors de l'évaluation de la résistance de ces digues face à la pression hydrostatique du métal liquide. Le processus ne fait que prendre de la vitesse à mesure que la lave s'accumule contre les parois artificielles. Les blocs de pierre se fendent parfois sous la chaleur extrême, obligeant les techniciens à renforcer continuellement les points de rupture potentiels. C'est ainsi que se poursuit la lutte inégale entre la structure artificielle et la matière géologique en mouvement. La matière incandescente finit par ralentir sa course le long des pentes détournées par les ingénieurs. Le flux en fusion part plus loin le long de la chaîne de relief, s'éloignant progressivement des zones habitées. 102 volcans actifs, tel est le nombre de sommets qui parsèment le territoire islandais. Une terre qui, malgré son appellation de contrée de glace, figure parmi les zones géologiques les plus instables du globe. Pourquoi cette île nordique subit-elle une activité volcanique aussi intense et permanente? On pourrait supposer que cette situation est exceptionnelle, mais en réalité, le pays repose directement sur la ligne de fracture séparant deux plaques tectoniques massives qui s'écartent l'une de l'autre de manière ininterrompue. Cet écartement constant crée des passages où le magma, situé dans les profondeurs de l'écorce terrestre, remonte avec une pression colossale vers la surface. L'Islande enregistre en moyenne 4 éruptions volcaniques chaque année, ce qui témoigne d'une activité souterraine qui ne connaît aucun repos. On peut remarquer comment, dans la majorité des cas, la lave incandescente s'écoule lentement à travers des étendues désertes composées de roches noires et de formations basaltiques anciennes. Mais ce n'est que le début. La suite devient plus complexe dès lors que la trajectoire des coulées de fusion change de direction pour s'orienter vers les zones habitées par l'homme. À première vue, la progression du magma semble prévisible, mais en réalité, aucun ingénieur ni géologue ne peut déterminer avec une exactitude absolue l'emplacement du prochain point de rupture. Le processus ne fait que prendre de la vitesse lorsque la menace devient immédiate pour les infrastructures civiles. Tout se complique encore lorsque les flux de roches liquides approchent des habitations, transformant un phénomène naturel en un danger critique pour la sécurité publique. 15 km², c'est la surface approximative recouverte par l'éruption majeure qui a débuté au cours de l'année 2023. Face à l'ampleur de ce débit de matière en fusion, les autorités islandaises ont activé un protocole d'intervention presque instantané. Passage au niveau suivant. L'équipement lourd a été déployé pour entamer une opération technique d'une envergure exceptionnelle sur le terrain. La construction de barrières de lave constitue le cœur de cette stratégie de défense civile. On voit comment des pelleteuses et des bulldozers déplacent des volumes massifs de terre pour ériger des murs protecteurs de plusieurs mètres de hauteur. L'équipement sépare progressivement la trajectoire naturelle du flux pour tenter de le dévier vers des zones sans danger.
Ces remparts de terre compactés ont un objectif unique et précis: ralentir la progression de la lave visqueuse. Les blocs de roche et la terre s'accumulent pour former des digues artificielles capables de résister à la poussée thermique et mécanique du magma. La poussière retombe lentement autour des engins de chantier qui travaillent sans relâche à proximité des zones de chaleur intense. Cela ne s'arrête pas à cette étape, car chaque mètre de mur supplémentaire offre un répit crucial pour protéger les installations vitales de la région. Le flux incandescent se heurte ainsi aux obstacles créés par l'homme, perdant de sa vitesse initiale avant de poursuivre sa route vers des secteurs sécurisés. 20 mètres, c'est la hauteur impressionnante qu'a fini par atteindre le sommet de cette muraille défensive à l'apogée des opérations. Pourquoi ériger une telle barrière de roches et de terre sur une distance aussi vaste? On pourrait penser qu'un mur statique suffit à arrêter la progression du magma. Mais sans une adaptation constante de la structure en fonction de la topographie et du débit de la fusion, la lave contournerait ou submergerait simplement tout obstacle en quelques heures. Les barrières anti-lave ne sont pas des structures dont les plans sont figés dès le premier coup de pelle, mais elles résultent d'un processus de construction continu et réactif. Derrière cette paroi imposante se trouve une centrale géothermique, une installation vitale qui fournit de l'eau chaude et de l'énergie à une partie majeure de la population islandaise. On voit comment les engins de chantier s'activent pour renforcer les points faibles, tandis que la menace progresse. À première vue, la construction semble être une simple accumulation de matériaux. Mais en réalité, la protection de ce site est une priorité absolue pour la survie économique de la région. Si le flux de roches en fusion parvenait à atteindre cette zone technique, les conséquences dépasseraient largement la destruction d'un périmètre localisé. L'infrastructure quotidienne entière, desservant des dizaines de milliers de personnes, se retrouverait durablement paralysée. La suite devient plus complexe. 3 millions de mètres cubes de matériaux, composés essentiellement de roches volcaniques et de terre meuble, ont été déplacés par les excavatrices sur une période de 6 mois. L'équipement sépare et compacte progressivement les débris pour former un rempart capable de résister à la pression thermique et mécanique. Pourtant, la progression de la lave ne s'est pas interrompue malgré ces volumes colossaux, car même une digue de cette ampleur ne garantit pas une étanchéité totale face à la force de la nature. On peut remarquer comment la roche liquide commence à déborder au sommet de la paroi à plusieurs endroits stratégiques. Ce n'est pas encore la limite des efforts déployés. Face à ce débordement, les équipes de pompiers interviennent en projetant des jets d'eau massifs directement sur le front de lave incandescent. L'objectif de cette manœuvre est de refroidir la couche supérieure pour la solidifier et ralentir son avancée inexorable. Cela permet de gagner un temps précieux pour que les unités de construction puissent relever et renforcer les sections menacées par le flux. L'équipement lourd continue ses allées et venues entre les carrières et la digue. Le processus achève cette phase critique, permettant à la structure de maintenir sa fonction protectrice pour l'instant. 1 mètre de hauteur, c'est la mesure exacte de chaque couche ajoutée successivement pour ériger une barrière anti-lave. D'un point de vue structurel, ces remparts ne possèdent pas la complexité technique des ouvrages hydrauliques ou des barrages en béton armé. Pourquoi les ingénieurs privilégient-ils de simples remblais de terre massifs face à une puissance géologique aussi dévastatrice? On pourrait croire qu'une structure plus rigide serait nécessaire, mais la lave ne s'infiltre pas dans le sol de la même manière que l'eau. En raison de sa viscosité élevée et de sa température extrême, la roche en fusion se déplace principalement en surface, son trajet étant dicté par l'élévation et la configuration du terrain. Les engins de chantier empilent les matériaux strate après strate pour former des talus imposants. Mais ce n'est que le début. On voit comment les chenilles des bouteurs compactent le sol meuble pour stabiliser l'édifice contre la poussée latérale. La suite devient plus complexe. L'équipement sépare progressivement les zones de passage en exploitant les pentes naturelles. Contrairement aux barrages classiques, les ingénieurs peuvent concentrer leurs efforts sur l'élévation verticale de la barrière plutôt que sur des travaux de fondation profonds et coûteux. À première vue, la construction d'une digue en terre semble simple, mais en réalité, c'est la hauteur qui détermine la survie des infrastructures situées en aval. Tant que le rempart est suffisamment haut pour ralentir le flux visqueux et le contraindre à modifier sa trajectoire initiale, il remplit sa fonction technique. On peut remarquer comment le matériau terreux s'accumule sous le godet des pelleteuses
créant une épaisseur capable d'absorber la chaleur thermique intense. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Lorsque la situation l'exige, le mur continue d'être rehaussé, mètre par mètre, de manière ininterrompue. Cela ne s'arrête pas à cette étape, tant que la menace reste active sur le flanc du volcan. L'équipement lourd maintient une surveillance constante sur la crête du remblai pour prévenir tout débordement. On voit comment la terre brune s'élève face au rougeoiement de la roche liquide qui s'approche. Le processus se poursuit jusqu'à ce que la lave s'immobilise naturellement, par refroidissement ou bifurque vers un chemin secondaire dépourvu d'habitation. L'acier des machines et la densité du sol parviennent ainsi à détourner la course du magma. La matière volcanique finit par se figer contre la paroi de terre, passant à un stade apaisé. 40 engins de terrassement lourd, c'est le volume minimal de la flotte que l'Islande a dû mobiliser en urgence pour atteindre une vitesse d'exécution sans précédent sur un seul et unique site de construction. Pourquoi assembler une telle concentration de puissance mécanique sur une surface aussi réduite? On pourrait supposer que cette accumulation de métal n'est qu'une démonstration de force industrielle. Mais sans ce déploiement massif, le temps nécessaire pour ériger des barrières de protection dépasserait largement la vitesse de progression naturelle des coulées de lave, rendant toute tentative de défense totalement vaine. Des bouteurs géants comme le Komatsu 375 et le Liber 776 s'activent sans relâche sur le terrain instable. La suite devient plus complexe. Le Caterpillar D11, fleuron de la poussée mécanique, travaille en tandem avec une multitude de camions à benne articulée qui sillonnent la zone dans un balai ininterrompu. On voit comment les chenilles d'acier s'enfoncent dans le sol volcanique sous la pression de centaines de tonnes de poussée. À première vue, cette débauche de machinerie impressionne par sa taille, mais en réalité, elle ne fait que refléter une réalité physique extrêmement brutale. Chaque heure qui s'écoule permet à la roche en fusion de gagner du terrain sur les infrastructures civiles. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. L'équipement sépare progressivement les blocs de pierre et de terre pour les empiler en structures défensives massives. C'est uniquement en déplaçant les matériaux à la cadence maximale autorisée par ces machines que le mur de protection conserve une chance de devancer la progression inexorable de la lave. La poussière retombe lentement sur les carrosseries jaunes et blanches, tandis que les moteurs diesel fonctionnent à plein régime. Tout se complique encore lorsque le terrain se dérobe sous le poids des engins. On peut remarquer comment les conducteurs de camions articulés déchargent leurs bennes avec une précision calculée pour renforcer la base des remparts. La caméra glisse le long de ces talus artificiels qui s'élèvent mètre après mètre contre l'horizon rougeoyant. La matière est prête à subir la pression thermique de la roche liquide, marquant ainsi la fin de cette phase de déploiement intensif. 60 tonnes de poussée mécanique sont exercées par les bulldozers directement sur la lave solidifiée des éruptions précédentes pour entamer la construction de la barrière. Pourquoi ériger une structure défensive sur un sol aussi instable et irrégulier? On pourrait penser qu'une base plus plane serait préférable pour la stabilité de l'ouvrage. Mais en réalité, cette roche basaltique épaisse et lourde constitue une fondation naturelle inébranlable une fois qu'elle est travaillée par les machines de chantier. Les bulldozers lourds utilisent ainsi des dents de défonceuse massives pour fracturer cette roche noire extrêmement dense. On voit comment le Reaper s'enfonce dans la surface vitrifiée, tandis que le poids total de la machine est concentré sur des points de contact individuels pour broyer le matériau. Ce processus mécanique ne fait que prendre de la vitesse. Les vibrations se propagent dans le sol à chaque fois que la lame pénètre la structure du basalte. Le basalte se fragmente sous la pression hydraulique constante. Une fois que la roche est brisée en morceaux de plus petite taille, les bulldozers poussent les débris pour former des piles imposantes. On peut remarquer comment les chenilles s'agrippent à la surface rugueuse pour déplacer des volumes considérables de pierre. La suite devient plus complexe avec l'arrivée des unités de chargement. Des pelles hydrauliques de grande capacité interviennent alors pour charger ces fragments dans les bennes des camions de transport. Ces véhicules déplacent le matériau de manière continue vers le site précis où s'élève la muraille. L'équipement sépare progressivement les zones de collecte des zones de dépose. Tout se complique encore lors de l'assemblage de la structure. À première vue, le déchargement de la vieille lave ressemble à un simple amas de pierres, mais en réalité, chaque mètre de hauteur est calculé à l'avance par les ingénieurs.
Les camions déversent le matériau par intermittence, tandis que des rouleaux compresseurs et des compacteurs nivellent la surface couche par couche. On voit comment le relief s'élève progressivement au-dessus du niveau du sol naturel. Mais ce n'est que le début. Ce qui servait autrefois de vecteur de destruction pour les infrastructures locales est aujourd'hui réutilisé comme matière première principale pour l'édification du rempart. Cette transformation physique du paysage force les nouvelles coulées de lave à ralentir leur progression et à modifier leur direction initiale. L'équipement compacte les blocs jusqu'à obtenir une densité capable de résister à la pression thermique et mécanique du flux en fusion. Le flux de roches broyées s'accumule ainsi pour former une ligne de défense cohérente et robuste. Le processus achève cette phase de terrassement, ouvrant la voie au formage final de la crête de protection. De là, la transformation se dirige vers la phase suivante de sécurisation du périmètre. 800 degrés Celsius. C'est la température minimale de la roche liquide qui s'écoule inexorablement sur le sol islandais. Pourquoi cette masse incandescente ne rencontre-t-elle aucune résistance humaine directe lors de sa progression? On pourrait imaginer que l'ingénierie moderne déploie des moyens colossaux pour stopper net une telle avancée. Mais la lave ne possède ni intention ni stratégie, se contentant de suivre la force de gravité pour saturer les points les plus bas du relief, broyant sur son passage les réseaux routiers, les infrastructures électriques et les quartiers résidentiels. L'abandon total de certaines localités devient une nécessité absolue dès que la roche en fusion entame son mouvement de recouvrement définitif. Mais ce n'est que le début. Les habitants de cette île ne cèdent pas à la panique et ne cherchent pas à imposer un contrôle illusoire sur la nature géologique. À première vue, la proximité avec un tel danger semble insupportable, mais en réalité, la société islandaise privilégie l'acceptation et l'adaptation constante. On voit comment, lors de certains événements éruptifs, la chaleur résiduelle des coulées est utilisée pour la cuisson des aliments. La suite devient plus complexe. Ce geste quotidien ne constitue pas une prise de risque inutile ou une provocation face au danger, mais témoigne d'une familiarité technique profonde avec un territoire où l'activité volcanique est une constante structurelle. Cette attitude reflète le calme d'une population ayant appris à cohabiter avec les forces tectoniques. On peut remarquer comment les ingénieurs concentrent leurs efforts sur la protection des points vitaux pendant le délai précis que les barrières de terre et de roches parviennent à offrir. Tout se complique encore lors de la planification des évacuations. L'équipement lourd érige des remparts temporaires, mais chacun comprend les limites intrinsèques de la technologie face à la pression du magma. Le processus de protection se limite à gagner du temps, car la lave finit toujours par redéfinir la topographie locale. Cela ne s'arrête pas à cette étape de surveillance. La vigilance reste constante, centrée sur la préservation de l'essentiel tant que les structures de déviation tiennent bon. Le flux de roches finit par se figer lentement, marquant la fin d'une phase de transformation du paysage. Le cycle naturel achève cette phase, ouvrant la voie à une nouvelle configuration du territoire. 24 heures, c'est parfois tout le temps dont disposent les ingénieurs avant que les coulées de lave n'atteignent des zones critiques habitées. Pourquoi ne pas simplement ériger systématiquement des barrières de terre pour protéger les infrastructures? On pourrait supposer qu'un rempart massif suffirait à stopper la progression du basalte en fusion. Mais en réalité, lorsque le front de lave ne se trouve qu'à quelques dizaines d'heures des points de rupture, la construction d'un mur de terre devient une opération physiquement impossible à réaliser dans les délais impartis. L'éruption de Reykjanes en 2024 a mis en lumière ses limites structurelles de manière brutale. On peut remarquer comment la lave a non seulement submergé les digues de terre par le biais de nouvelles fissures éruptives, mais a également fracturé des sections spécifiques construites directement sur des chaussées pavées. La faible friction offerte par la surface lisse des routes a permis à la roche liquide de glisser et de forcer le passage avec une facilité déconcertante. Mais ce n'est que le début des complications logistiques. 600 livres, c'est le poids des bombes que les avions militaires ont larguées sur les pentes du Mauna Loa à Hawaï en 1935 et 1942. Face à l'urgence, les autorités ont parfois déployé des mesures de dernier recours pour tenter de dévier la menace. L'objectif technique n'était pas d'éteindre le volcan, mais de briser la structure interne des tubes de lave. On voit comment les détonations visent à forcer le débordement du flux directement sur le site de l'explosion, empêchant ainsi le fluide de continuer sa course dévastatrice vers l'aval. La suite devient plus complexe. L'efficacité de ces interventions aériennes n'a jamais été constante dans le temps.
Certains largages n'ont ralenti la progression de la matière fondue que de manière très superficielle, tandis que d'autres tentatives se sont révélées totalement inopérantes face à la pression géologique. L'équipement sépare progressivement les couches de roche, mais la dynamique thermique reste imprévisible. Tout se complique encore lorsque les options stratégiques s'amenuisent. L'intervention armée restait néanmoins considérée comme une alternative préférable à l'inaction totale, malgré les risques d'incertitude technique. Les responsables préféraient tenter une déviation structurelle plutôt que de regarder passivement la lave progresser vers les zones urbaines. Le processus de lutte contre les éléments naturels atteint ici une limite où la force brute rencontre la complexité des fluides géothermiques. Le flux de roches fondues finit par se stabiliser ou poursuivre sa route, concluant ainsi cette phase d'urgence. 72. C'est l'année précédant le début de l'une des interventions humaines les plus marquantes face à la puissance géologique sur l'île de Aimaei. Pourquoi les ingénieurs ont-ils mobilisé des moyens de pompage massifs contre une progression de roches en fusion alors que la force d'un volcan semble inarrêtable? On pourrait supposer que toute tentative de déviation est vaine face à une telle énergie thermique. Mais en réalité, l'application de techniques physiques simples et précises permet de modifier la dynamique des fluides de manière stratégique. L'histoire a documenté plusieurs situations où l'intervention humaine a réussi à influencer les trajectoires des coulées de lave par des méthodes directes. On peut remarquer ce phénomène lors de l'éruption du volcan Eldfell en 1973, en Islande, au moment où la lave progressait inexorablement vers le port vital de la région. Mais ce n'est que le début. Les équipes techniques ont projeté d'immenses volumes d'eau de mer directement sur le front de la coulée de lave active. On voit comment l'eau entre en contact avec la matière à plus de 1000 degrés, provoquant une évaporation instantanée et un refroidissement accéléré de la structure rocheuse. La suite devient plus complexe. L'équipement projette le liquide sans interruption, forçant la lave à se solidifier progressivement dès sa couche superficielle. Une barrière naturelle se forme à mesure que la roche refroidie durcit, créant un barrage physique d'une densité extrême. Cela ne s'arrête pas à cette étape. La pression de la lave fluide qui arrive par l'arrière se heurte à cet obstacle solide, ce qui l'oblige à changer de direction et à s'écouler vers des zones moins critiques. Tout se complique encore lorsque la topographie locale interagit avec ces nouvelles délimitations artificielles. Bien que cette méthodologie ne possède absolument pas la capacité d'éteindre l'activité d'un volcan ou d'arrêter la source de l'éruption, elle démontre une réalité technique majeure. Dans des conditions environnementales favorables, l'être humain peut ralentir la progression des flux et réorienter les trajectoires thermiques. Cette action est suffisante pour protéger des infrastructures essentielles et garantir un gain de temps précieux pour les opérations de logistique. Le processus de refroidissement se poursuit jusqu'à la stabilisation complète des masses rocheuses. L'étape suivante attend déjà son tour. 400 à 800 mètres d'altitude, telle est la zone précise où s'établissent les pentes volcaniques offrant des conditions naturelles d'une rareté absolue pour l'agriculture. La plupart des efforts humains pour contrer la progression de la lave, qu'il s'agisse de détonation d'explosifs ou de l'érection de barrières de terre, ne visent en réalité qu'à gagner du temps. Pourquoi cette lutte acharnée pour des terres périodiquement dévastées? On pourrait croire que la roche calcinée est une perte définitive pour la production. Mais en réalité, lorsque le répit est suffisant, les hommes ne se contentent pas de restaurer les infrastructures détruites. Ils apprennent à cultiver ce sol, même qui fut autrefois brûlé par les coulées. Le sol formé par le refroidissement de la lave se compose d'une structure minérale extrêmement dense. On voit comment la terre se gorge de potassium, de magnésium et de fer, des éléments chimiques fondamentaux pour la croissance physiologique de la vigne. Mais ce n'est que le début. La structure poreuse de la roche volcanique permet une évacuation rapide des eaux de pluie par drainage naturel. Cela force les racines des ceps à s'enfoncer à plusieurs mètres de profondeur dans le sol pour extraire l'humidité nécessaire, ce qui renforce mécaniquement et biologiquement la résilience des plantes. La suite devient plus complexe. La majorité des vignobles sont orientés vers le sud-ouest pour maximiser l'efficacité énergétique naturelle. Durant les heures diurnes, les feuilles reçoivent une quantité de lumière solaire calibrée pour optimiser la photosynthèse sans brûler les tissus. À première vue, l'exposition constante semble être le seul facteur clé, mais en réalité, c'est l'amplitude thermique nocturne qui joue le rôle le plus crucial. La chute des températures à la tombée de la nuit ralentit la maturation des baies.
ce qui permet un équilibre précis entre l'accumulation des sucres et le développement des arômes. L'équipement de plantation intervient ensuite sur ces collines autrefois stériles qui se couvrent progressivement de vignes luxuriantes. Chaque nouveau plant est inséré manuellement dans une cavité d'environ 40 cm de profondeur. On peut remarquer comment les viticulteurs mélangent la terre avec du compost organique et des cendres volcaniques avant de refermer le trou. Ce mélange spécifique favorise un ancrage racinaire rapide tout en facilitant l'absorption des minéraux hérités des éruptions antérieures. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le climat sec et venteux des zones volcaniques crée un environnement thermique idéal pour les variétés de raisins à peau fine. Cette caractéristique morphologique permet aux fruits d'absorber le rayonnement solaire de manière modérée tout en limitant la rétention d'humidité excessive. On voit comment l'absence d'eau stagnante sur la peau réduit drastiquement les risques de maladies cryptogamiques et de pourriture. Tout se complique encore lors de la phase de production initiale. 3 années de soins constants et de culture méticuleuse sont nécessaires avant que les vignes ne génèrent leur toute première récolte. Le prélèvement des grappes commence généralement aux premières lueurs de l'aube, au moment où l'air conserve une fraîcheur maximale et qu'une légère brume enveloppe encore les fruits. Cette technique permet de préserver l'hydratation naturelle des baies et de bloquer les processus d'oxydation prématurée avant le transfert vers le centre de traitement. La suite devient plus complexe. Des milliers de tonnes de raisins de haute qualité sont récoltés chaque année sur ces versants recouverts de cendres grises. Selon les variations météorologiques et les spécificités de l'année, chaque hectare de terrain peut fournir un rendement situé entre 8 et 12 tonnes. C'est un chiffre considérable pour des terres qui étaient autrefois classées comme totalement incultivables par les ingénieurs agronomes. On peut remarquer la vitesse à laquelle les caisses de grappes sont acheminées vers la cave le jour même pour maintenir le taux de sucre et la fraîcheur. L'équipement de nettoyage sépare progressivement les impuretés, la poussière et les résidus de cendres volcaniques à travers un lavage intensif. Les tiges sont ensuite retirées par un processus d'éraflage avant que le raisin n'entre dans un système de pressurage étanche sous atmosphère contrôlée. La pression exercée par les membranes est régulée avec une précision chirurgicale afin d'extraire un jus limpide tout en évitant la libération de composés phénoliques qui rendraient le liquide trop âpre ou astringent. Le mou est ensuite dirigé vers des réservoirs de fermentation en acier inoxydable. À l'intérieur, des levures naturelles transforment les sucres en alcool tout en libérant les saveurs caractéristiques du terroir volcanique profond. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Le vin entame alors une phase de maturation prolongée dans des fûts de chêne pendant plusieurs mois. Ce stockage permet de stabiliser la structure moléculaire du liquide et de construire une profondeur aromatique complexe. Une fois que la maturité souhaitée est confirmée par les analyses, le produit est mis en bouteille, puis entreposé dans des caves fraîches et sombres. C'est ainsi que s'achève la transformation d'une matière issue d'une terre autrefois ensevelie sous la lave. Le flux de production quitte ainsi le domaine volcanique pour rejoindre les circuits de distribution. À première vue, la lave est systématiquement associée à une force de destruction absolue. Elle engloutit les infrastructures routières, ensevelit les habitations sous des couches de roches en fusion et contraint les populations à délaisser des terres habitées depuis de nombreuses générations. Mais ce n'est que le début. Pourquoi la perception humaine de ce phénomène thermique dépasse-t-elle la simple dévastation? Si l'on observe l'histoire technique des confrontations entre l'homme et les coulées basaltiques, la lave devient un étalon pour mesurer les limites de la technologie. Les ingénieurs ne cherchent pas seulement à observer, mais à définir comment l'humanité choisit de s'adapter ou de redéfinir son rapport au cycle naturel de la Terre. Dans les campagnes de construction de barrières de protection, la lave est traitée comme une menace physique dont la progression doit être ralentie par des obstacles mécaniques. Des murs de terre massifs, des remblais de roches compressées et des barrières artificielles sont érigés avec une précision structurelle. Mais en réalité, ces dispositifs ne sont pas conçus pour vaincre la puissance du volcan, mais pour gagner de précieuses heures ou des jours sur l'avancée du flux. L'équipement sépare progressivement le danger des zones résidentielles en détournant la trajectoire de la matière visqueuse. Cela reflète une réalité technique incontestable. La technologie humaine possède la capacité de rediriger les flux, mais ne peut exercer un contrôle absolu sur l'énergie géothermique.
Lorsque le facteur temps n'est plus suffisant pour garantir la sécurité, les interventions humaines basculent vers des mesures extrêmes. On peut remarquer l'utilisation de charges explosives pour bombarder les tunnels de lave actifs, des tentatives risquées qui visent à briser les conduits souterrains où la chaleur se conserve le plus longtemps. Ces efforts révèlent une volonté d'intervenir plus profondément dans des forces physiques qui échappent normalement à toute régulation humaine. La suite devient plus complexe. Le processus ne s'arrête pas à la phase de confrontation balistique ou mécanique, car la nature du matériau change radicalement en refroidissant. Tout se complique encore lors de la phase de solidification. Les terres autrefois brûlées et stérilisées par une chaleur de plus de 1000 degrés se transforment progressivement en un sol extrêmement riche en minéraux essentiels. Les racines des vignes s'enfoncent dans cette roche volcanique poreuse et y trouvent les nutriments nécessaires pour prospérer avec une vigueur exceptionnelle. La lave, initialement symbole de ruine, devient alors la fondation physique d'un renouveau agricole et biologique. Dans ce cycle, l'objectif n'est plus la résistance frontale, mais l'utilisation raisonnée des propriétés chimiques de la roche refroidie. À travers cette même couche de basalte noir, l'eau géothermique s'infiltre et se filtre naturellement pour alimenter l'écosystème de la lagune bleue. On voit comment ce processus crée un environnement unique, dont les propriétés minérales assurent à la fois des fonctions de soins et constituent un pilier économique et écologique majeur pour la nation. De l'édification de remblais de terre à l'usage d'explosifs jusqu'à l'épanouissement de vignobles sur des sols volcaniques, la trajectoire de la lave illustre un principe constant de l'ingénierie et de la survie. L'homme ne domine pas la nature par une force brute, mais par une capacité d'adaptation technique, une patience face aux éléments et une aptitude à transformer un risque géologique en une opportunité de développement durable. Le métal et la roche finissent par s'intégrer dans un cycle de gestion où chaque réaction physique est anticipée pour assurer la pérennité des installations humaines. Des dizaines de mètres de hauteur, c'est la dimension des barrières de terre érigées en Islande pour contenir les flux magmatiques. Pourquoi construire des remparts d'argile et de roche face à une substance qui fond tout sur son passage? On pourrait penser que ces structures sont vaines contre la puissance thermique d'une éruption. Mais sans ces murs de dérivation, la lave détruirait instantanément les réseaux de distribution d'électricité et les conduites d'eau vitales pour les zones habitées. À première vue, l'édification de ces digues semble être une tentative de bloquer totalement le volcan. Mais en réalité, elles ne servent qu'à gagner des heures précieuses. L'équipement lourd déplace des tonnes de matériaux pour créer des pentes artificielles qui dirigent le flux loin des infrastructures critiques. Mais ce n'est que le début. Les ingénieurs doivent prendre des décisions techniques en quelques minutes, calculant la trajectoire probable de la roche en fusion sous une pression constante. On voit comment les chenilles des bouteurs s'enfoncent dans le sol instable alors que la chaleur radiante augmente à chaque seconde. Les ingénieurs ne cherchent pas une solution parfaite, ils gèrent une situation d'urgence où le moindre calcul erroné sur l'inclinaison d'un rempart entraîne la perte d'un système énergétique complet. La suite devient plus complexe. Chaque segment de mur est un compromis entre le temps disponible et le volume de terre mobilisable. On peut remarquer comment la lave se dépose en couches uniformes contre les parois, augmentant la pression sur la base des structures protectrices. Tout se complique encore lorsque la lave commence à refroidir. Le processus ne fait que prendre de la vitesse dans la phase de réadaptation post-éruptive. Quand la roche se solidifie, elle modifie définitivement la topographie et la structure même du terrain. L'équipement sépare progressivement les zones accessibles des masses de basalte noir encore fumantes. On peut remarquer que la vie humaine qui se réinstalle sur ces terres est désormais plus prudente et consciente des contraintes géologiques réelles. Quelles sont les véritables limites de l'ingénierie face aux mouvements tectoniques massifs de la planète? La réponse ne réside pas dans la victoire sur la nature, mais dans l'ajustement technologique au cycle de la Terre. Chaque coulée laisse derrière elle une accumulation de données techniques et de leçons sur la coexistence entre les structures humaines et les phénomènes géologiques extrêmes. L'acier et la roche se rencontrent ici dans un équilibre fragile qui définit la résilience des populations locales. Le traitement ultérieur des zones touchées ne fera que renforcer les protocoles de sécurité et la longévité des installations futures. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie à une observation continue.